Merci. Je suis Joseph Dato, le médecin du monde, et je voulais faire une observation et en même temps questionner l'Assemblée, c'est-à-dire le plateau, sur un phénomène que je trouve intéressant qui est le Liban. Donc l'observation, c'est que c'est intéressant d'écouter l'exercice un peu difficile de catégorisation que vous essayez de faire, pour montrer les limites aussi de la catégorisation, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut dire, et vous l'avez démontré. Que partant de là, pour nous, les ONG, j'englobe un peu tout le monde hein, dans les ONG, c'est-à-dire celles qui sont présentes, je pense qu'elles seront d'accord avec moi, sur le fait que lorsque nous sommes injectés dans des terrains comme ça où il y a ce type d'acteurs, nous sommes dans une nécessité de dialoguer avec eux pour une raison ou une autre. Au-delà de la morale ou de je ne sais pas quoi, nous sommes obligés de le faire parce que tout simplement, ils sont là et qu'on ne choisit pas les interlocuteurs en fonction des contextes. Ça, c'est l'observation. Et la question est la suivante. Ne croyez-vous pas que ce qu'on appelle maintenant de façon générique la libanisation, parce que c'était un terme qui est utilisé, c'était pas une sorte de phénomène contemporain, un laboratoire où on a vu tout en même temps, c'est-à-dire des milices diverses et variées, un chef, un agenda, un message, une stratégie, des alliances, des humanitaires au milieu, et que finalement ça c'était pour nous une école de, je dirais, d'expérimentation de ce dialogue que je viens d'évoquer juste précédemment. Donc ma question c'est, que pensez-vous, vous, comment décodez-vous ce mécanisme qui est celui que je viens de qualifier de libanisation? Quelqu'un veut répondre? Oui, on veut bien. Bon, écoutez, le phénomène de libanisation provient du fait qu'il n'y a pas au Liban d'État digne de ce nom. Depuis le début, on a été dans un cadre de ce que le vieux Rodinson appelait des quasi-nations, où à la première occasion, votre allégeance allait aux chiites si vous étiez chiite, aux sunnites si vous étiez sunnite, aux maronites si vous étiez maronite, aux grecs orthodoxes si vous étiez grec orthodoxe, etc., etc. Bon, alors dans ce cadre-là, il n'y a rien de plus facile que de faire des milices. Dans tous les États où il n'y a pas de nation, ou en tout cas une majorité suffisante pour que cette majorité culturellement pèse de son poids, ce que vous venez de dire est évident. L'Irak, tout le monde le constate, grossièrement est divisé entre les Kurdes, les sunnites et les chiites, même si les chiites ne sont pas d'accord sur tout. Bon. Donc à partir de là, vous avez des exemples de ce type. En ce qui concerne l'Afghanistan, tout le monde sait qu'il y a grosso modo les Pashtuns, qui sont d'ailleurs divisés, et puis il y a les autres, notamment les Tadjiks, les Hazaras, etc. Alors chaque fois qu'on tombera sur des États qui ne sont pas des nations, et elles abondent, ou des États dans lesquels il y a des minorités tellement brimées qu'à la première occasion, elles prennent les armes, bon, on arrivera dans des sociétés complexes auxquelles, disons, les humanitaires doivent être préparés. Et je dirais, au-delà des humanitaires, les États, quand elles interviennent dans ce type de contexte, devraient en savoir davantage. Ce qui a été frappant dans le cas de l'Irak avec l'intervention américaine, c'est l'effarant degré d'impréparation culturelle de l'armée avec la tâche qu'elle avait à faire, avec de surcroît une absence complète de stratégie des moyens, c'est-à-dire que dès le début, il aurait fallu, si on voulait un impact, avoir des moyens économiques pour transformer les choses. Bon, bien sûr, vous signalez là en quelque sorte une des complexités de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Voilà. Jean-Henrich, vous vouliez compléter aussi? Oui, juste, je suis tout à fait d'accord avec M. Chalian, mais je pense que le débat et ce que vous dites est très important, mais très différent de notre débat. Je crois qu'actuellement, on assiste un peu partout à ce qu'on pourrait appeler la faillite de l'État, pour différentes raisons. Et comme le disait M. Chalian, on a été jusqu'à présent dans l'histoire dans une période où c'était l'État qui avait l'utilisation légitime de la violence, comme a dit le Max Weber. Et aujourd'hui, avec la faillite de l'État un peu partout, en différentes formes, ce sont d'autres entités, d'autres groupes qui prennent le pouvoir. Alors, au Liban, ce sont des milices.
ailleurs en Afrique, ce sont des bandes qui ont simplement des raisons, je dirais, crapuleuses de se manifester. Ailleurs, des raisons politiques. Mais ça, c'est un vaste débat. Je veux dire, on pourrait peut-être faire une autre séance sur ce problème qui, à mon avis, est un problème important du XXIe siècle. C'est là ce que j'appelle, moi, la faillite de l'État. Y a-t-il peut-être une autre question? Oui, vous vouliez juste ajouter quelque chose. Bon, je vois bien que ce qui justifie en quelque sorte l'importance des compagnies privées, quelles qu'elles soient en Afrique, c'est la faiblesse de l'État. Vous remarquerez d'ailleurs que les compagnies privées pullulent en Afrique et qu'il y en a très peu dans les pays asiatiques, pour la bonne raison que là, elles seraient malvenues. D'autre part, en ce qui concerne la faillite des États, ça dépend lesquels. C'est pas demain que l'État américain est en faillite, pas demain que l'État chinois est en faillite. C'est-à-dire qu'il y a des États qui savent très bien comment faire pour continuer à exercer leurs droits régaliens. Donc c'est essentiellement dans les nouveaux États que l'on voit ce désordre qui naît de l'absence de croissance et aussi, il faut bien le dire, de l'absence de démocratie, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est quelque chose qui se partage, et quand on veut le confisquer, on a effectivement des problèmes. Mademoiselle, vous aviez une question? Oui, Nathalie Arlemont de Handicap International. Je voulais soulever 2 points d'inquiétude d'un point de vue humanitaire. Bon, le premier est très en lien avec ce qui vient d'être dit. Donc, je distingue bien groupe armé et compagnie de sécurité parce que je crois que quelque part, ils ne posent pas tout à fait les mêmes problèmes. Ou en tout cas, les compagnies de sécurité nous posent de nouveaux problèmes. Donc, le premier, c'est que quand même, le fait qu'il y ait cet nouvel écran qui se crée entre l'État régalien et puis des promoteurs privés de la violence, fait donc qu'il y a un nouvel écran qui est un nouveau problème en termes du contrôle de la violence qui peut s'exercer, puisque la responsabilité de ce contrôle est déléguée à un organisme qui est régi par le droit commercial, ce qui crée un écran supplémentaire qui, en termes de mise en danger du droit humanitaire, n'est pas anodin. Le deuxième point, là ça concerne plus directement l'action des ONG sur le terrain, c'est que on a été, en tout cas on a été témoins de la stratégie de certaines de ces compagnies dont l'objectif semble être aujourd'hui manifestement de déployer leur activité dans le domaine de l'assistance aux victimes notamment. Alors sans doute pour se donner une bonne presse. Donc ma question c'était de savoir si les intervenants qui étaient aujourd'hui dans la salle pouvaient confirmer en fait qu'il s'agissait d'une stratégie assez commune à un grand nombre de compagnies de sécurité, sachant qu'en la matière, pour les ONG c'est quand même assez effrayant en termes de mélange des genres et que voilà, nous a semblé qu'il y avait cette tendance-là qui était en train de s'affirmer. Voilà, merci. Et de savoir aussi la question, est-ce que les ONG font appel à ces compagnies de sécurité? Est-ce que... voilà, ça c'est aussi une question... Oui. Pour la réponse. Philippe Riffman, oui. C'était pas rien. Je voulais rebondir un peu sur ce que disait Nathalie, parce que c'était effectivement une question, je pense, puisqu'on a introduit la complexité. Vous pouvez juste vous présenter, s'il vous plaît. Philippe Riffman, Université de Paris 1. Je voulais rebondir sur ce que disait Nathalie. C'est une des questions que je voulais poser, parce que c'est, quitte à introduire de la complexité, introduisons-en encore un petit peu plus. Les problèmes de sécurité sur le terrain, et sur un certain nombre de terrains, font qu'aujourd'hui, les acteurs humanitaires, qu'il s'agisse d'agences des Nations Unies ou d'ONG ou du CICR, sont dans certaines circonstances confrontés à la nécessité de protection, soit par effectivement des milices locales, donc une sorte de marché de raquettes de la protection, on l'avait vu en Somalie à partir des années 90, soit par effectivement des sociétés de sécurité, des sociétés de protection, qui proposent leurs services et qui, dans certains cas, sont acceptés pour des raisons qui tiennent effectivement au déploiement de l'aide humanitaire dans certains contextes. Donc ça, c'est une question qui se pose et qui effectivement n'est pas encore abordée peut-être suffisamment de front. Jusqu'à une période assez récente, les acteurs humanitaires étaient protégés en quelque sorte par le fait qu'ils étaient des acteurs humanitaires, par les emblèmes, par simplement le contenu de leur action. C'est de moins en moins le cas sur un certain nombre de terrains. Donc ça, c'est peut-être la première question.